C'est une soirée qui est particulière puisque les mardis de la science sont assez fréquents, je dirais pratiquement mensuels dans l'arrondissement. C'est partie des activités sociales et culturelles normales, mais cette fois-ci c'est particulier puisque c'est à l'occasion de lancement d'un livre « Pourquoi vous levez-vous le matin ?» Livre collectif où plus d'une centaine de personnes ont participé. Il y a de nombreux auteurs, contributeurs dans la salle. Je voudrais tout de suite donner la parole à Madame Dati, Madame le maire donc, du 7e arrondissement. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je suis ravie de pouvoir être parmi vous aujourd'hui dans ces beaux locaux de cette fondation EDF. C'est vrai que les mardis de la science, ce sont des rendez-vous pour nous mensuels, dont l'initiative et l'idée revient à Olivia Recassens, qui effectivement a fait ça avec, malgré confinement, déconfinement, reconfinement, moitié confiné, moitié déconfiné. Et quand même, on a réussi à fidéliser des personnes et on a réussi à pas intéresser. C'est qu'il y avait aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande sur ces questions scientifiques, sans doute le Covid aidant aussi, parce que les débats scientifiques se sont un peu vulgarisés sur tous les médias, mais aussi dans toutes les conversations et les débats et les discussions même familiales. Et donc c'était intéressant de pouvoir avoir des débats plus ouverts avec des vrais professionnels de la science et qui puissent effectivement nous éclairer bien au-delà de la seule matière médicale. Et d'ailleurs, ce soir, je souhaiterais remercier Laurence Lamy pour votre accueil et votre partenariat. Vous avez accepté très volontiers que nous puissions évidemment occuper ces locaux pour ces mardis de la science. J'espère qu'on pourra perdurer, j'allais dire institutionnaliser ces rendez-vous aussi ici. Ça nous change un peu de la mairie, même si nous sommes la seule mairie à avoir un beau jardin. Et en ce moment, effectivement, ça peut être très utile. Et remercier à nouveau Olivia Recassens pour cette initiative, parce que franchement, vous faites tout. Je fais le reste, c'est-à-dire pas grand-chose. et vous remercier, cher Michel Vizot, pour modérer cette soirée. Et j'espère aussi qu'on pourra compter sur vous pour pouvoir modérer d'autres soirées. Voilà, donc je vous le dis aussi très librement. Alors moi, je suis heureuse de vous accueillir dans ces locaux de la Fondation EDF qui ont été refaits, parce que je fais depuis un certain temps maintenant, et donc on a vu toutes les transformations de ces locaux pour accueillir les mardis de la science, et je trouve que cette fondation, elle est très adaptée pour ce type de sujet et de type de thème. Alors, c'est un cadre propice à ces échanges, et je sais que les invités sont de très bon niveau et de très grande qualité, et j'en suis ravie et honorée. Et il n'en fallait pas moins aujourd'hui pour accueillir le collectif exceptionnel qui est présent ce soir. Alors, à l'invitation d'Olivia, on a eu et même un astronaute, c'est ça? Il est là? Enfin, en ce moment, bienvenue à l'astronaute. En ce moment, j'aimerais bien être un peu ailleurs. Un peu moins sur Terre. Oui, voilà. Effectivement, avec un peu plus de hauteur, vous avez raison. Bienvenue. Moi, je suis ravie que vous soyez aussi là pour échanger autour d'une question existentielle que vous avez rappelée tout à l'heure. Pourquoi voulez-vous le matin? Se construire et construire. Je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde. Sans construire, sans doute. Alors construire, je ne sais pas. Ça, c'est un vaste débat. Mais pour la première fois, cet ouvrage réunit une centaine de personnalités, vous l'avez dit, astronautes, poètes, philosophes, biologistes, chefs cuisiniers, architectes, astrophysiciens. Vous allez chacun dévoiler finalement votre moteur intime. Alors la motivation notamment qui vous pousse à agir, à créer, à travailler, à espérer et à vivre mieux chaque jour et donner du sens à votre existence, mais aussi à celle des autres. Alors la question apparaît anodine, je ne crois pas, et donc ça mérite aussi qu'on s'y attarde un peu en ce moment. Et à la fin de cette rencontre, vous pourrez, comme vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure, vous procurer le livre grâce à la présence de la librairie Henri IV. Une séance de dédicace est également prévue avec l'illustratrice. Alors, à nouveau, merci à Olivia, merci Madame Lamy, merci aux organisateurs de la mairie, merci à mon adjoint Christophe Poisson qui va être avec vous ce soir. Et encore une fois, essayez de revenir. C'est que le début. Puis la prochaine fois, je serai avec vous pour animer un peu le débat aussi.
En tout cas, merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots et ces encouragements. Je vais passer tout de suite la parole à Laurence Lamy, qui a la gentillesse d'accueillir donc cet événement et dans ces locaux qui sont effectivement clairs et magnifiques. Où êtes-vous ici? Vous êtes donc au sein de la fondation qui est le véhicule de mécénat du groupe EDF. Donc, ce qui est opaque pour vous, c'est que notre métier principal, c'est d'investir dans des ONG et dans des associations en fait qui mènent des projets environnementaux, sociaux ou éducatifs. Mais ce qu'on a comme singularité, c'est ce petit espace d'exposition qui est libre, en accès gratuit, et qui a peut-être une dimension qui peut vous intéresser, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que j'imagine que vous vous intéressez à la rationalité, à l'apprentissage, vous êtes là pour apprendre, et on a un positionnement un petit peu original en matière d'exposition. On ne fait pas concurrence au Cartier, au Vuitton, etc. On a été longtemps sur l'art contemporain, mais notre positionnement aujourd'hui consiste en fait à adresser des sujets de société en convoquant le regard que les artistes portent sur ces sujets de société, et on mêle des approches artistiques et de sciences sociales. Donc ça, c'est un nouveau positionnement qui est un territoire un peu singulier. Donc je vous invite vraiment à venir visiter vos expositions et à y attirer vos familles et vos amis, donc en accès libre du mardi au dimanche. Et les sujets qu'on traite, aujourd'hui par exemple, l'exposition en cours traite du voyage en fait. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à voyager comme on l'a fait avec l'explosion de l'industrie touristique? Est-ce qu'il n'est pas temps d'envisager d'autres imaginaires du voyage? Qu'est-ce qu'il faut garder de l'esprit du voyage? Et qu'est-ce qu'il faut en revanche modifier dans nos pratiques pour pouvoir continuer à voyager? Donc, c'est un sujet qu'on adresse avec beaucoup d'artistes, des sociologues aussi, des économistes. Donc, vraiment, je vous invite à revenir visiter nos expositions en famille avec des amis. On avait traité des fake news et on traitera l'année prochaine de la sobriété. Est-ce qu'il existe une sobriété heureuse? Donc, vous voyez vraiment des sujets de société. Comme je suppose que vous êtes des gens rationnels si vous êtes là ce soir, je pense que cette double approche un peu subjective avec des artistes et avec des sciences sociales, des économistes, des sociologues, des philosophes peut vous intéresser. Donc j'espère vous revoir très bientôt et je vous souhaite une excellente conférence et place à la conférence. Merci beaucoup. Nous allons commencer une soirée qui va être une soirée avec des surprises que j'ai concoctées avec la complicité de Laurence et d'Olivia, donc Laurence Honora et Olivia Rescassin. Surprise pour tout le monde, pour autant les gens qui sont à écouter que les gens qui vont à un moment donné se trouver sur cette scène. Mais pour l'instant, je voudrais appeler Laurence Honora et Olivia Rescassins à venir pour nous présenter en quelques mots le livre. Bonsoir. Donc, d'abord, je voudrais remercier évidemment Madame la maire d'avoir donné corps à ce cycle de culture scientifique. Culture scientifique, aujourd'hui, c'est presque un tabou. Donc, la culture scientifique, qui fait partie de la culture générale. Donc, d'avoir donné corps à ce cycle au sein de sa mairie. Et bien sûr, je veux remercier évidemment Madame Laurence Lamy, qui nous accueille ce soir pour cette rencontre un peu particulière, puisque, comme on vous l'a dit, cette rencontre tourne autour d'une question en apparence banale. Pourquoi, en 2 mots, vous levez-vous le matin? Mais qui est en fait métaphysique, voire même intime. Et donc, cette question a donné lieu à un livre qui sort demain. Donc vous aurez la primeur. Une centaine de personnalités de tous les horizons ont répondu et ont livré finalement leur rosebud. Pourquoi ils se lèvent le matin? Évidemment, ce n'est pas parce qu'ils sont juste reposés. Ça va évidemment beaucoup plus loin. Et donc cette question ce soir va être déclinée sous la houlette de Michel Viseau par 13 auteurs, autrices qui ont accepté de venir et de vous rencontrer. Et ça va être décliné sous différents scénarios, mais je ne vous les livre pas, parce que ce sont des surprises. Et bien sûr, vous pourrez vous procurer le livre grâce à la présence de la librairie Henri IV et vous le faire dédicacer. Je voudrais remercier Laurence Honora, qui coédite avec moi ce livre, donc Innovaxium, qui organise le congrès Time World sur le thème de la construction. Et construire, ça commence par construire sa journée, ça commence par construire sa matinée, comment on peut construire sa vie, etc. Donc sur le etc., je vais laisser la parole à Laurence Honora. Merci Olivia.
Merci à toutes, merci à tous d'être là ce soir. C'est un honneur de vous accueillir ici. C'est un honneur d'être accueillis ici. Merci pour vos cogitations. Merci aux auteurs, aux co-auteurs qui sont ici, à tous ceux qui ont participé à cette belle aventure. Juste pour compléter le propos d'Olivia, je voudrais vous parler de la genèse de l'ouvrage. D'où vient l'idée de cet ouvrage ? Bien, l'idée de cet ouvrage, on la doit à un monsieur qui s'appelle Jean Botti, qui, il y a 11 ans, lorsque cette idée a émergé, était le patron de l'innovation et de la recherche dans une société que vous connaissez tous, qui s'appelait EADS et qui maintenant s'appelle Airbus. J'étais dans un train à la campagne. Je ne sais pas vous dire où exactement. Le train avançait tout doucement, mais il y a de cela 11 ans, le 4G, 3G n'existait pas. J'essayais en vain avec mon téléphone portable, parce que j'en avais quand même un BlackBerry de format carré, quelque chose dont vous vous souvenez peut-être, je ne l'ai plus. J'essayais de capter le réseau. Pourquoi ? Parce que mon ami Jean Botti recevait à ce moment même, à l'université de Bath, en Angleterre, un doctorat honoris causa. Et il m'avait dit, je vais donner une allocution et tu pourras l'écouter. Je pense que tu vas l'apprécier. Alors j'ai essayé de me connecter et enfin j'y suis arrivée. Et j'ai capté les seuls mots que j'ai pu capter, qui ont été ceux-là. Il a dit aux étudiants en anglais, la chose qui est importante dans votre vie, c'est de savoir pourquoi vous vous levez le matin. Une fois que vous saurez pour quelle raison vous vous levez le matin, tout le reste viendra avec. Cette phrase m'a complètement interloquée. D'ailleurs, ça s'est arrêté là. Je n'ai plus jamais capté quoi que ce soit sur tout le trajet. Je n'ai même pas écouté la conférence totale après, en différé. Mais cette idée est restée. Et donc, on en a parlé avec Olivia il y a quelque temps, très peu de temps d'ailleurs. Et ce magnifique ouvrage, j'espère que vous l'apprécierez beaucoup, est arrivé relativement vite, aussi fort que l'idée et aussi naturel que l'idée. Je vous souhaite une excellente soirée. Bien, merci beaucoup Olivia et Laurence pour ces mots. On va appeler donc 14 auteurs par groupe de 7. Alors il y a les 7 nains, il y a aussi les 7 mouches du petit ailleurs. 7 est un nom béni des dieux, donc on va appeler 7 auteurs. Je vais vous appeler les uns après les autres à prendre place sur ces chaises et on va leur demander les uns après les autres d'expliquer pourquoi ils se lèvent le matin. Et chaque fois que l'un aura, il faut qu'il y ait un peu de réflexion quand même, chaque fois qu'il aura dit pourquoi il se lève le matin, il tirera une petite carte que je lui ai préparée ici qui propose une situation incongrue, surprenante, amusante ou pas. Et on lui demandera, dans cette situation, pourquoi il se lève le matin. Et donc, libérez-vous, lâchez votre imagination. Vous avez le droit de m'insulter, vous avez le droit de me traiter de tous les noms pour des questions stupides que je vous ai posées. Vous avez le droit de délirer, etc. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Pourquoi se lever le matin? Dites-nous aussi un peu ce que vous faites. J'ai été journaliste à France 2, rédactrice en chef à France 2 pendant très longtemps, où j'ai animé une émission littéraire après avoir été journaliste au journal d'information. Et je suis par ailleurs essayiste et j'ai la chance de pouvoir écrire des livres en compagnie de Roger Poldroit, mon compagnon. On a déjà publié 4 livres ensemble. Alors, pourquoi ? Mais en fait, je tiens à préciser que quand Olivia Recasens nous a communiqué son projet, elle l'avait formulé ainsi. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? Et vous allez voir que, en fait, on peut, quand on pose cette question-là, on n'est pas obligé de répondre de la même façon que quand on vous demande pourquoi vous vous levez le matin. La cause et le but. Qu'est-ce qui me fait me lever le matin ? Moi, c'est tout bêtement, tout très simplement, mais très fortement, le sentiment d'en avoir échappé, d'y avoir échappé. À quoi ? À la mort. Parce que dans ma famille, dans ma tradition, il y avait un énoncé qui était qui se transmettait, qui vient d'un énoncé du Talmud, qui dit que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Alors, évidemment que ce 60e est quelque chose de très, très peu signifiant, que c'est 1/60, non pas de ma mort, mais de la mort, mais ça m'avait profondément marqué quand je l'ai entendu la première fois. Donc, moi, je suis simplement contente d'être vivante.
À partir de là, pourquoi alors? À partir de là, pourquoi je suis vivante? Eh bien, c'est quand même un peu lié. C'est effectivement l'envie de comprendre, de décrypter le monde, sa folie, son absurdité, ses horreurs et aussi sa beauté, pour pouvoir les transmettre, tout ce que je peux en comprendre. C'est bien pour ça que, très petite, j'ai voulu être journaliste et que je le suis devenue. Mais un peu, vous savez, comme Bécassine, hein, avec son parapluie, qui est sa seule boussole, pour essayer de se repérer dans tout ça. Voilà, donc vraiment une peur incroyable, une joie incroyable et un désir permanent d'être branché à l'information, à essayer de comprendre cet absurde-là. Merci beaucoup. De l'absurde, alors peut-être on avait allé dans le rationnel avec Jean Audouze. Si vous voulez bien nous dire pourquoi se lever le matin. Donc ceux qui ne le savent pas, je suis astrophysicien. Et donc, en fait, lorsque Laurence m'a posé la question, je me suis souvenu de conversations que j'ai eues avec le préfacier Georges Chapoutier, qui est mon maître à penser, et qui, dans une autre conférence, m'avait fait remarquer que le genre humain, eh bien, nous sommes une espèce néonétique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas finis. Nous n'atteignons jamais le moment adulte. D'ailleurs, ça se voit, quel que soit notre âge, il y a beaucoup de gens déviants, ou des gens qui explorent, ou des gens qui jouent. Donc nous sommes comme les axolotes, là, qui sont des amphibiens, eh bien, nous ne sommes pas... à aucun moment, même lorsque nous sommes très âgés, nous ne sommes pas adultes. Et donc, pourquoi je me lève le matin? Eh bien, c'est justement pour m'amuser, pour explorer, pour être curieux, parce que je trouve que la vie, comme vient de le dire Monique Atlan, c'est formidable. Et donc, je crois qu'il ne faut pas... Voilà, donc... je me lève le matin pour simplement contempler, mon métier c'est de contempler le ciel et d'essayer de le comprendre. Et voilà, donc simplement je me lève le matin justement pour lever mon nez vers le ciel. Normalement les astronomes ils regardent plutôt le ciel la nuit. Oui, mais ils le regardent à tout moment, à tout moment. Vous savez que vous me donnez là l'occasion de dire qu'on ne fait pas seulement de l'astronomie la nuit, on l'a fait aussi dans les puits, on l'a fait partout, dans l'espace, etc. Puisque maintenant, on comprend l'univers en allant, grâce par exemple au collisionneur à hadrons du CERN, par exemple. Merci beaucoup. Vous allez tirer une carte et Xavier Emmanuelli va nous expliquer pourquoi. Vous levez-vous le matin. Je dois tirer une carte. Eh bien... Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, quand je me réveille, je dis, dans le fond, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? C'est la première chose, le sentiment qu'il faut que je fasse quelque chose et que j'ai quelque chose en route que je dois accomplir. Je suis un ancien anesthésiste réanimateur et j'ai eu la chance de vivre ce que je dis, la décennie prodigieuse de l'urgence, où SOS Médecins, le SAMU, Médecins sans frontières, l'UNDRO, le concept de l'urgence est apparu dans ces années bénies. Ça, c'est la première chose. Disons que j'ai fait tout un trajet professionnel dans l'urgence qui s'est de plus en plus complexifié et abouti, trop peut-être. La deuxième chose, c'est que j'ai un certain âge et en me retournant sur ma vie, je pense que je crois que j'ai fait une partie du job. Je m'explique. Quand j'étais petit, il m'arrivait d'avoir des fois quelques bonnes notes au lycée, mais c'est pas souvent. Et quand j'ai montré mon carnet à ma mère, cherchant des compliments, elle me disait, tu n'as fait que la moitié de ton devoir.
Et j'ai toujours l'impression que j'en ai fait que la moitié qu'il en reste. Et la troisième chose, comme j'ai pu faire un parcours d'initiation, et je crois que notre vie, c'est un parcours initiatique. On acquiert des choses, on rencontre des obstacles qu'on passe plus ou moins, mais que on arrive d'écluse en écluse à un état de sérénité. Donc la troisième chose, pourquoi je me lève? Pour rendre grâce. Ça s'est bien passé, quoi. Merci. Merci beaucoup. Alors, pendant que Xavier va tirer une carte, Maxime va nous dire pourquoi se lever le matin. Allez, on va faire comme ça. Ok, très bien, on improvise. Alors, donc moi, je suis enseignant en classe préparatoire de littérature et diverses matières. J'ai d'ailleurs le plaisir de retrouver un ancien étudiant qui nous a rejoint ce soir. C'est le genre de récompense qu'on espère lorsque l'on enseigne. Et je suis aussi écrivain. Et je dois vous faire un aveu, je ne suis pas du matin. Alors, je suis peut-être le seul ici et j'ai un sentiment d'imposture, parce que moi, je ne me lève pas le matin avec sur un ressort qui me pousse en avant. Et justement, dans ma réponse, alors là, Michel, tu proposais qu'on t'insulte, rien ne me vient. Et j'ai beau chercher, en revanche, j'ai peut-être j'aimerais avoir un petit privilège. Est-ce que je pourrais lire ma réponse? N'étant pas du matin, c'est le parcours, la sortie de la nuit qui m'a intéressé à expliciter. Le passage des ombres de la nuit à la lumière du jour, pour citer Racine. Et donc, j'aimerais bien lire ce que j'ai écrit, parce que j'aurais des difficultés à le dire. Tu l'as sous la main? Comment? Tu l'as sous la main? Il est dans le livre. Ah, il faut aller chercher le livre. C'est un peu ça. Alors, bonsoir. Donc, moi, j'ai un parcours de scientifique pur et dur. Je suis physicienne. Et pendant 25 ans de ma vie, j'étais comme un zombie dans un laboratoire parce que je faisais de la physique du soir au matin et du matin au soir. Donc, il n'y avait pas de matin, il n'y avait pas de soir, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lever, il n'y avait pas de coucher, il y avait tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est un peu comme ça, la vie des scientifiques quand on est dans la course internationale. Et puis un jour, Claude Allègre, qui était ministre, va demander d'être directrice générale du CNRS. Alors, j'ai hésité. Je lui ai dit que j'étais pas sûre d'accepter. Puis finalement, j'ai accepté et ma vie a complètement changé parce que j'ai été obligée de m'occuper de tas d'autres disciplines, des disciplines passionnantes. Et après, je suis partie dans d'autres choses. Et maintenant, j'écris des livres, je suis essayiste. Voilà, je me suis occupée de l'Académie des sciences, etc. Alors, pourquoi je me lève le matin? Alors d'abord, je me réveille le matin. Deuxièmement, le matin, c'est la nuit, c'est juste après la nuit. Et la nuit m'a lavé de toutes les idées que j'aurais pu avoir et de toutes les idées tordues qui me sont passées dans la tête pendant la nuit. Et donc, au matin, justement, j'ai l'impression de me retrouver devant une page blanche avec quelque chose de nouveau à faire. Et c'est cet enthousiasme d'avoir quelque chose de nouveau qui, évidemment, change avec les différentes activités que j'ai eues, qui est tout à fait enthousiasmante. Et donc, je vis par plaisir. Très belle conclusion. Allez, Maxime. Encore entêtante, l'empreinte de la nuit ne s'efface que doucement à la lumière du jour. C'est troublé par le souvenir imprécis de l'une et la promesse de l'autre que je me lève. Tout commence par cette conjonction liant ce qui pourrait être et ce qui sera. Et s'annonce l'élan de la rencontre à venir, à portée de main et de hasard. Merci beaucoup. Bien, je vais demander à Madame Cheng de bien vouloir répondre à cette question maintenant lancinante, qui va peut-être devenir entêtante à la fin. Non, tu le tireras qu'après. Bien. Moi, en fait, les hasards de la vie ont fait que je suis née d'une famille avec des ancêtres chinois, de père et de mère chinoises. Ces hasards de la vie ont fait que pendant que mon père choisissait de rester en France, je suis née en France, ma mère décidait de rentrer en Chine. Et donc, en fait, toute ma vie s'est passée
à essayer de faire quelque chose de ce déchirement. Et les hasards de la vie ont fait que j'ai fait toute ma formation intellectuelle à l'école de la République. Donc je suis à la fois la fille d'un poète chinois et de la République française. Et toujours ces mêmes hasards de la vie m'ont conduite là où je suis maintenant, c'est-à-dire au Collège de France, où j'ai une chaire d'histoire intellectuelle de la Chine. Et donc le Collège de France, c'est l'endroit où je passe le plus de temps de ma vie actuellement. Alors, quand Olivia Recazens m'a contacté pour participer à ce volume, mon premier réflexe a été de dire « Oh non, moi je réponds pas à cette question parce que enfin moi je suis comme mon voisin, je me lève mais pas forcément le matin. Parce que j'ai souvent des insomnies, un sommeil assez irrégulier, donc cette question faisait tout simplement pas sens pour moi. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Olivia Recazens a insisté, a dit ça peut être très court. Bon, je me suis dit oui, enfin, juste dire que justement je ne me lève pas le matin, enfin voilà, donc si ça peut suffire. Donc je lui ai répondu le 22 février. D'accord, je vous fais une phrase et ce ne sera pas du sommeil paradoxal, ce sera du réveil paradoxal. Hein. Bon. Et au moment où je lui ai envoyé ma réponse, la guerre en Ukraine avait commencé. Je lui ai répondu donc début mars. Donc entre-temps, cette guerre avait commencé. Et c'est ça qui m'a fait écrire que... d'abord, le premier paradoxe, c'est que actuellement, ce qui me fait me lever le matin pour aller au Collège de France, c'est pour aller parler de cette jeunesse chinoise qui est une jeunesse paradoxalement couchée. Il y a ce phénomène du, comme on l'appelle en anglais, du lying flat, c'est-à-dire c'est une jeunesse chinoise qui vit dans un burn-out permanent et qui maintenant commence à refuser de se lever. Et je pense qu'avec le confinement des grandes villes chinoises, ça ne s'est pas arrangé. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Et le deuxième paradoxe, c'est que maintenant, depuis le 24 février, tous les jours, je me lève, à quelque heure que ce soit, avec cette idée obsédante que nous avons la chance de pouvoir continuer à faire ce qui nous intéresse, nos recherches, notre enseignement, etc., pendant que quelques centaines de kilomètres plus à l'est, il y a des gens qui vivent dans des caves sans eau, sans électricité, il y a des gens qui meurent sous les bombes, etc. Donc je me dis peut-être un jour, nous aussi, on se réveillera avec des chars sous nos fenêtres. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous ramène justement à ce que Monique Atlan disait dès le départ, c'est-à-dire ce sentiment au fond très bouddhique de l'impermanence. Merci beaucoup de ces réflexions. Je vais demander donc à Hervé de clôturer ce premier round de la première session. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc je m'appelle Hervé Cotin, je suis professeur de chimie et d'astrochimie à l'UPEC. Donc ma vie c'est de l'enseignement et aussi de la recherche. Je suis dans un laboratoire d'environnement qui en partie s'occupe de l'environnement de la Terre, mais moi dans ma partie on s'occupe des environnements extraterrestres. Mon cœur de métier en quelque sorte c'est la composition des comètes et ce que peuvent nous dire sur nos origines, l'origine du système solaire, parce que les comètes sont des petites boules de matière qui ont été agglomérées à la formation du système solaire et mises au congélateur et qui viennent nous rendre visite, et aussi qui ont pu nous apporter des ingrédients qui ont pu éventuellement, on n'en sait rien, contribuer à l'apparition de la vie.
Et puis je fais de l'administration, des emplois du temps, des problèmes, voilà, des demandes d'argent, voilà, la vie de chercheur normal. Et donc il y a quelques temps, c'est Laurence que je connais bien qui à l'occasion d'une rencontre qui était organisée pour des doctorants est venu me voir et puis m'a parlé de ce projet, et ma première réaction ça a été de me dire qu'est-ce que c'est que cette question, et puis je me suis dit, c'est quand même ça vaut le coup de jouer le jeu et d'essayer de répondre, parce que c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément spontanément la question du sens qu'on donne à son existence. Et en plus de devoir en quelques semaines le retranscrire, c'était un challenge que j'ai accepté en le redoutant. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait, d'une certaine manière, ça rejoignait cette question presque métaphysique. Ça pouvait rejoindre ce que je faisais dans mon travail, puisque finalement, ce que je ressens depuis très longtemps, c'est, alors non pas ce que dit Pascal, l'immensité des espaces qui effraie. Moi, cette immensité, en fait, me fascine, et ça a toujours été en quelque sorte un moteur pour moi, c'est-à-dire essayer de ressentir cette place infinitésimale que de toute façon la Terre a dans l'univers, que l'être humain a dans la diversité du vivant, et que moi je peux avoir parmi tout cet ensemble. Au final, mon travail qui concerne la question des origines, l'origine de la vie sur la Terre, la formation de la Terre. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce calque scientifique que je viens poser, en fait, décuple en fait, cet émerveillement que je pense j'ai toujours ressenti dans cette notion, en fait, d'avoir, en fait, au final, quand on se rend compte, aucune raison d'être là, il n'y a aucune chance qu'en tant qu'individu, on ait fini par vivre la vie qu'on a, et d'une certaine manière, on a un peu une obligation de peut-être transmettre quand on est chercheur et quand on est enseignant, et on a aussi cette obligation de ne pas gâcher cette opportunité qu'on a et qui est unique. Bien. À toi de tirer une carte. Allez, je vais être sympa avec... Je vais quand même être sympa avec Maxime, il va pouvoir tirer une carte pour réfléchir un petit peu, faire du deal. Voilà. Donc, on va aller un peu dans la littérature. En se réveillant un matin, après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace. Et, en relevant un peu la tête, il vit bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen, sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec sa corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. Eh bien, je me suis demandé si je pourrais trouver des solutions, des situations aussi farfelues, je dirais aussi dramatiques que celle-là pour nos auteurs, mais j'étais, je pense, trop gentil, et je leur ai posé des questions. Je leur ai proposé des situations, et je leur demande de nous dire ce qu'ils feraient, pourquoi ils se lèveraient le matin dans cette situation. Nous allons commencer avec Monique Atlan, qui a eu le temps de réfléchir. J'ai vu les affres se lire sur son visage, les doutes l'habiter. Si vous saviez. Donc, lisez donc oui, la évidemment, question. j'ai compris. Même ça, c'est difficile. Il est 8h du matin. Vous êtes alpiniste. Demain, vous allez ouvrir une nouvelle voie extrêmement difficile dans le massif de la Chartreuse. Pourquoi vous levez-vous le matin ? Alors, j'ai déjà une première question. Il y a de la neige ou il n'y a pas de neige à ce moment-là ? Alors, dans les voies très difficiles, allez, on va dire qu'il n'y a pas de neige, c'est du roc pur. D'accord, parce que si c'est un rêve, c'est un pur cauchemar pour moi, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression d'être déjà en hauteur et j'ai déjà le vertige parce que je suis sur l'estrade. Donc, imaginez que c'est impossible, quoi. Je suis sous la couette, sous le lit, et j'attends jusqu'à la nuit. Non, voilà. Laissez tomber.
Donc voilà, donc, elle refuse de se lever. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai posé une question presque aussi idiote à Jean Audouze. Parce que figurez-vous que le hasard fait bien les choses, parce qu'en fait, ça pourrait m'arriver. Vous êtes un explorateur dans le désert glacé d'Amérique du Sud, le désert d'Atacama, 3800, en fait c'est un peu plus que ça, 3800 mètres d'altitude, moins 4 degrés. C'est la hauteur moyenne que j'ai prise. Pourquoi vous levez le matin? Alors je me lève pas parce que je travaille à l'ALMA, sur le désert d'Atacama. Il y a un grand radiotélescope fait de 86 antennes. Alors, je sais pas si vous avez fait ça pour moi, mais c'est vraiment très sympa parce que j'ai aucun problème. Je suis au travail et donc, je sais pas, c'est dépendant de ce que je regarde. Et il y a des sources qu'il faut regarder la nuit, d'autres le jour, etc. Donc je suis à mon travail tranquille. Et donc s'il faut me lever, je me lève, voilà. Donc aucun problème. Mais 3800 mètres, c'est pas si facile que ça de se lever le matin et de travailler avec intensité. Ah mais alors on a des, comment dire, les astronomes disposent d'oxygène. Enfin on est... Oui. Donc, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc, finalement, pardonnez-moi, mais je n'ai pas été piégé. Encore raté. Caramba. Xavier. Très facile. Vous êtes le prince charmant. Vous êtes le prince charmant. Ça m'a pas étonné. Hein. Vous ne savez pas encore dans quel conte vous êtes. La Belle au bois dormant, Cendrillon, Peau d'âne, Blanche-Neige, ou celui que vous venez d'inventer dans votre tête. Dites-moi, pourquoi vous levez-vous le matin? Eh bien, je vais vous dire. On dit, quand on a fait nos humanités au lycée, on comparait les héros de Racine et les héros de Corneille. Corneille, il bâtissait son destin, ses batailles. C'était un héros qui se prenait en main et qui allait à la rencontre de son destin. Chez Racine, c'est un héros, mais parce que les dieux l'avaient voulu comme ça, et qu'il le manipulait, un héros malgré lui. Hein. Et donc, il était héroïque, certes, il ne pouvait pas faire autrement, mais quoi qu'il fasse, c'est les dieux qui le décidaient. Un prince charmant, qu'est-ce qu'il est? Il est racinien, cornélien. Un prince charmant, je crois, il est la victime du hasard. C'est-à-dire, c'est la destinée, les rencontres, la synchronicité, les coïncidences qui le poussent sur le chemin de son destin. Disons que dans l'Antiquité, il y avait un petit dieu qui était le dieu Kéros, c'est-à-dire, c'est un dieu qui était chauve par devant, mais qui avait une longue... Non, il est chauve par derrière, mais une longue mèche par devant. Il fallait le reconnaître, et quand il passait, vous n'avez qu'une prise. Il fallait le reconnaître et l'attraper, parce qu'il n'y a pas deux passages. Et je pense que le prince charmant, son boulot, c'est de rencontrer des situations, les dénouer, par un baiser, certes, ou autrement, mais il est poussé par Kéros. Et c'est un destin qui le dépasse, mais il a un rôle de catalyseur. C'est lui qui transforme. Il n'a pas beaucoup d'autres pouvoirs, il n'a pas d'autre destinée que d'être catalyseur et permettre le réveil, permettre la construction du destin de Cendrillon. Et donc, j'accepte. Et puis, prince charmant, quand même. Ça fait plaisir. Je suis un catalyseur. Merci beaucoup. C'est à Maxime, je crois, de se lancer sans rien nous lire. Alors, je vais déjà lire la consigne parce qu'elle est d'actualité. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai le droit d'en parler. Oui, on a le droit. Je fais campagne ici dans ces murs après Madame Dati. On va voir. Alors, ça y est, c'est le jour de dépôt des candidatures à la présidence de la République. OK. Les sondages sont défavorables. Le prince charmant, c'est terminé. Mais vous êtes au coude à coude avec un autre candidat derrière deux favoris. Donc je retrouve la perversité de Michel qui m'encourage à tenter des combinaisons malhonnêtes.
Alors, comme mon sujet de recherche, c'est la transparence démocratique, et comme on vient de voir que la démocratie est attaquée militairement, idéologiquement, et malheureusement pour nous aussi, abandonnée par la jeunesse, puisque l'abstention touche de manière dramatique la jeunesse, qui croit dans d'autres modes d'action que l'élection. Donc j'ai compris que je n'avais pas de chance d'être élu, mais je me lève le matin, effectivement, dans l'idée que, eh bien, je vais, peut-être comme un héros cornélien, non pas pour la gloire, mais pour la démocratie, me dire que, après tout, tout n'est pas joué, et que de ne pas être favori me libère, me donne la liberté de défendre des idées auxquelles je crois, et en premier lieu, la démocratie. Donc finalement, je ferai campagne pour la démocratie, et j'abandonnerai mon destin de prince incharmant, héros cornélien qui combat malgré tout. La bataille ne fait que commencer. Merci beaucoup. Catherine Bréchignac, maintenant, je ne sais pas dans quelle situation j'ai osé la mettre. Oui. Vous êtes les derniers de la Transat en double. Bon, j'ai fait du bateau, je sais ce que c'est. J'en fais toujours. Votre coéquipière. Alors là, j'aurais préféré un coéquipier parce que je préfère de très loin les hommes aux femmes. Et puis, un seul sur un bateau, c'est plus rigolo. Bon. Donc, votre coéquipier, je change, ne vous parle plus. Bon. Vous êtes parti il y a 18 jours et il vous reste 12 jours de mer. Pourquoi vous levez-vous le matin? Alors d'abord, quand on est dernier un jour, on n'est pas dernier toujours. Donc il reste 12 jours. Après tout, on peut gagner. Deuxièmement, il faut se battre contre soi-même. Donc toute seule, sans rien, je prendrai la barre. Alors, bien sûr, actuellement, sur les bateaux, on est très équipés. On a énormément de possibilités, je dirais, grâce au numérique. Donc, je prendrai la barre et j'essaierai de gagner. Il y en a qui sont déjà arrivés, peut-être, au bout de 14 jours. Bravo. Donc, Madame Cheng, je crois que c'est à vous. Oui, dans quelle situation vous ai-je mise? Donc, si j'ai bien compris, c'est vous qui avez fait les questions. Oui. Ah oui. Mais je crois que vous avez des dons de voyance, hein, parce que là... Je suis mentaliste aussi. Vous êtes au château. Depuis une semaine, nous sommes en 1992, alors que vous venez de quitter l'an 1422. Vous êtes Jacouille la fripouille. Pourquoi vous levez-vous le matin? Eh bien, écoutez, moi, je m'identifie complètement. D'abord parce que j'ai toujours le sentiment d'être un imposteur, donc une fripouille, moi, ça me va très bien. Et puis aussi, je passe mon temps, effectivement, à me demander ce que penserait, en fait, un de mes auteurs chinois qui peuvent remonter au 5e siècle avant Jésus-Christ ou à l'an 1000 de l'ère chrétienne. Je me demande toujours qu'est-ce qu'il penserait si il venait dans notre monde. Et inversement, comment est-ce qu'il voyait la Chine d'alors? Donc, je fais ça tous les jours. Donc, j'ai même pas besoin de me lever, en fait. Merci. À n'importe quelle heure, si j'ai bien compris. C'est ça, le matin, très tôt. Merci beaucoup. Je crois que c'est Hervé le dernier. Ah oui. Alors moi j'ai un dessin. Alors je ne sais pas si j'ai un joker et que ça veut dire que je peux joker, pas répondre, mais en fait non, je crois que j'ai quand même une question. Et donc la question c'est, vous avez 2 minutes pour nous faire part d'une histoire imaginaire qui nous explique. Alors qui nous explique. Question, pourquoi vous levez-vous le matin? Alors, une histoire imaginaire. Alors, ça m'a fait penser à certains cours que je fais et que je commence par une histoire qui met en scène un personnage qui est un personnage issu de la tradition orale en Afrique du Nord, dans le monde arabe, même paraît qu'on trouve des versions en Inde, et ce personnage peut s'appeler Shra, Oja, Nasreddin. Vous le connaissez peut-être déjà, et moi j'utilise le nom de Shra, qui est, alors selon les érudits qui étudient l'histoire de Shra, soit tellement intelligent qu'il dit des choses incompréhensibles, soit tellement bête qu'il finit par dire des choses qui peuvent avoir un peu de vérité et qui est exprimée.
Et donc je commence parfois mes séries de cours par cette histoire où en fait Shra arrive dans un village où il connaît personne et où personne le connaît, et il va sur la place du village et il se met à l'endroit de la place du village où se mettent les gens qui ont quelque chose à dire et qui veulent se faire entendre. Alors tout le monde s'attroupe autour de lui, et puis quand tout le monde l'écoute, quand tout le monde est rassemblé, quand tout le monde se tait, Shra les regarde et il leur demande: est-ce que vous savez pourquoi je suis ici et ce que je viens vous dire? Alors là, les gens, tout le monde dit non, non, dis-nous, dis-nous. Et Shra se met en colère, il dit: je déteste les ignorants. Et il s'en va. Le lendemain, même heure, Shra arrive et il se met sur la place du village, là où se mettent les gens qui ont quelque chose à dire et qui veulent se faire entendre. Tout le monde le reconnaît, tout le monde s'attroupe, et Shra leur pose à nouveau la question: est-ce que vous savez pourquoi je suis ici et ce que je viens vous dire? Et là, cette fois-ci, les gens se disent: bon, on s'est fait avoir hier. Alors tout le monde dit: oui, oui, on sait, on sait. Et Shra à nouveau se met en colère, il dit: je déteste ceux qui croient tout savoir. Et il s'en va. Alors le troisième jour, vous imaginez que tout le monde l'attend. Et à l'heure dite, Shra arrive. On sent une certaine tension dans l'assistance. Et il leur pose à nouveau la question: est-ce que vous savez pourquoi je suis ici? Est-ce que je viens vous dire? Et là, même si les gens ont réfléchi toute la soirée, ils en ont débattu jusqu'à des heures tardives, il se trouve que finalement, il n'y a pas d'accord. Et certains disent: oui, oui, on sait. Et il y en a d'autres qui disent: non, on ne sait pas. Et à ce moment-là, Shra sourit et dit: c'est parfait. Ceux qui savent disent à ceux qui ne savent pas. Et je pense que j'ai répondu à la question. Bien, merci beaucoup de vous être prêté à cette petite opération. Et je vais vous demander de regagner vos places et je vais inviter les personnes. Vous pouvez garder la carte si vous voulez, bien sûr. Il n'y a pas de retirage, il y a plus de cartes que de candidats. Et donc maintenant, je vais demander à notre deuxième groupe de venir. Merci beaucoup. Donc je vais vous demander très rapidement de vous présenter. Le jeu va être le même, même principe. Et donc je vais vous demander de vous présenter les unes et les autres assez rapidement. Pourquoi vous levez-vous le matin? C'est moi qui commence? Bah oui, vous avez le micro, ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors, j'ai pas très bien compris la règle. Là, c'est juste une présentation. Là, vous présentez très rapidement qui vous êtes et pourquoi vous vous levez le matin. Parfait. Gabrielle Alperne, je suis docteur en philosophie et chercheur associé à l'École normale supérieure. Mes travaux de recherche portent sur la question de l'hybridation, mais j'y reviendrai un peu plus tard puisque ça me permet de répondre à la question: pourquoi vous levez-vous le matin? Je passe le micro là. Je vais vous le dire maintenant, vous le dites maintenant pourquoi vous vous levez le matin. D'accord. Et après, vous allez tirer une petite carte pour une situation incongrue. D'accord. Pourquoi je me lève le matin? Parce que la vie est courte et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Notamment parce que le monde est malheureusement divisé en silos. Il y a les jeunes, il y a les personnes âgées, il y a les agriculteurs, il y a les start-upers, il y a les artisans. Bon, on pense le monde en silos et donc on crée des fractures. Et moi, tout mon travail, à la fois en théorie et en pratique, c'est justement d'essayer de créer des ponts entre les mondes, c'est d'hybrider le monde. Donc voilà, pourquoi je me lève le matin? Eh bien parce que j'ai envie d'hybrider le monde et de participer à cette ambition-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Alexei va prendre le relais, bravo. Allez, tiens, on va prendre une petite carte par ici. Bonsoir. Je vis en superposition quantique entre la physique quantique et l'éthique du numérique, de l'intelligence artificielle. Et évidemment, la première chose que j'ai faite quand j'ai reçu de la part d'Olivier Rocasson cette question, pourquoi levez-vous le matin? Je l'ai posée à un système d'intelligence artificielle. Et il m'a répondu, ou elle m'a répondu, c'est comme vous voulez. Et vous allez découvrir dans ce livre toute une série de réponses de ce système d'intelligence artificielle. Pourquoi se lève-t-il ou se lève-t-elle le matin? Que je ne vous dévoilerai pas tout de suite, mais j'ai eu ce matin un autre dialogue avec un grand système d'intelligence artificielle, Lambda de Google. Et vous allez avoir peut-être une petite intuition de ce que vous allez trouver dans ce livre. Alors je lui ai demandé tout simplement
pour commencer, quelle était la capitale de France, Paris. Ce système, ils ont fouillé toutes les informations sur Internet, pas de problème. Combien y a-t-il d'arrondissements à Paris? 20. Bon, d'accord. Qu'y a-t-il dans le 7e arrondissement, ai-je demandé. Et puis, il m'a fait, ta question est un peu compliquée, est-ce que tu veux que j'aille chercher cette information? Oui, va chercher. Puis, il me fait toute une liste, les invalides, etc. Toute une liste de choses. Et puis, j'ai fini par dire, que va-t-il passer ce soir à la Fondation EDF? Bon, là, je ne vous raconterai pas la réponse du système d'intelligence artificielle, mais cette réponse a commencé par la même phrase. « Oh, c'est compliqué ta question, est-ce que tu veux que j'aille chercher cette information ?» Évidemment, elle est allée chercher la réponse quelque part. Mais donc, en lisant tout cela, je me suis dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ta question est un peu compliquée, est-ce que tu veux que j'aille chercher cette information ?» Mais je savais bel et bien que ce système ne va nulle part et ne cherche rien du tout. Il dit cette phrase, mais cette phrase n'a pas le sens littéral des mots. Ce système n'est pas capable d'aller quelque part et de chercher quelque chose, il a déjà tout appris. Et donc les mots de cette intelligence artificielle nous paraissent très humains, dans les contextes, avec les références qui sont les nôtres, les invalides, Fondation EDF, il sait tout ça, mais n'ont pas de sens littéral. Et je me lève donc le matin pour écrire mon prochain livre qui va s'appeler « Et le nombre s'est fait verbe » sur les machines parlantes, édité par Olivier Rocassens. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Roger Paul Droit. Pendant qu'il va tirer, est-ce que la machine peut tirer au sort une carte matérielle? Ça, c'est mon livre précédent. Bonsoir à vous tous, je m'appelle Roger Paul Droit, je tente depuis bien longtemps d'être philosophe, ne me demandez pas ce que c'est, parce que ce serait beaucoup trop long ou bien non résolu. J'ai fait dans ma vie une bonne 40aine de livres, sur des sujets variés, des livres de recherche, puisque j'ai été 25 ans au CNRS, mais aussi des livres de fiction, des livres de pédagogie, des livres sur des essais sur l'actualité du monde. Et quand Olivier Récazin m'a posé cette question, m'a transmis cette question, j'ai eu deux réactions différentes et un peu contraires l'une à l'autre. La première, où j'ai bien compris, évidemment, qu'il s'agissait de dire qu'est-ce qui vous motive, quel est votre ressort, qu'est-ce qui vous fait travailler, agir. Et là, il me semble que, en tant que philosophe, la réponse ne peut être que tenter de comprendre le monde où je suis, celui d'aujourd'hui, ce qu'il a d'inédit, mais le comprendre dans ce qu'il a d'inédit à travers aussi la prise en compte de ce qu'il a d'immuable, c'est-à-dire le mélange du transhistorique, du permanent, et puis de la véritable nouveauté qui ne cesse, elle aussi, de surgir. Et la tâche, cette fois, c'est de comprendre cette nouveauté, souvent avec les héritages des différentes traditions, comprendre aussi que, par exemple, les stoïciens ne savaient rien du réchauffement climatique ou du clonage humain. Est-ce qu'il faut cependant ne pas les considérer du tout pour essayer de comprendre ces questions, ou est-ce qu'on peut emprunter, adapter, relier, quitte à tordre tel ou tel concept pour comprendre quelque chose de notre réalité? Et puis l'autre réaction qui m'est venue, elle était liée à l'idée du matin, qui est pour moi une horreur. Là, je suis comme Maxime, je n'appartiens pas, c'est ma pathologie personnelle, peu importe, mais je n'appartiens pas à cette classe de gens heureux qui se lèvent avec un horizon vitaminé devant eux et qui voient l'aube comme une sorte de promesse. Je suis obophobe. Alors, je rassure tous les amis LGBT, c'est d'une allergie à l'aube qu'il s'agit quand je parle d'obophobie. Obophobe, c'est-à-dire que je reçois le matin un monde en kit
dont j'ai perdu le mode d'emploi. Je déteste, enfin si vous voulez, cette période qui me semble toujours être dans un film en noir et blanc avec des sous-titres en slovène, en cambodgien ou en thaï, en tout cas dans une langue que je ne maîtrise absolument pas. Il faut réapprendre à parler. Enfin bref, tout cela n'a rien d'agréable. Et du coup, la seule raison pour laquelle, dans ce contexte, je me lève, c'est pour attendre le soir. Évidemment, c'est-à-dire le moment où, enfin, dans l'obscurité, on peut essayer de penser à quelque chose. Mais j'ai fini par me demander aussi quel rapport il pouvait y avoir entre ma première réponse et ma seconde, entre la première réaction « je comprends bien le ressort » et je réponds, et puis « non, je déteste le matin ». Eh bien, il y a une réponse. C'est que notre ami Hegel dit « la chouette de Minerve se lève au crépuscule », c'est-à-dire la philosophie n'arrive que tard, après les événements, le soir. Et quand j'étais militant, autrefois, il y a bien longtemps, si on m'avait pas dit que c'était le grand soir qu'on préparait, je serais évidemment jamais venu. Mais tout cela pour dire qu'il y a bien un rapport, et on pourrait le dire encore dans une dernière formulation, c'est que pour qu'il y ait des lumières, et c'est un des travaux de la philosophie, il faut qu'il y ait des ténèbres. Il faut que nous nous situions dans la part de nuit du monde pour essayer d'y faire un peu de lumière. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si je suis ma logique, maintenant ce serait à Madame Puy-Debatte de parler pendant que Monsieur... J'ai pas le droit, va tirer une question au hasard. Bonsoir, moi je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'apprends plein de choses et ça va me faire réfléchir encore un moment, ce qui est le propre de ma personnalité. Alors moi j'ai eu la chance enfant de tomber amoureuse des animaux, tomber amoureuse d'Yves Coppens, de Lucie en même temps. Ça a été une grande aventure qui m'a amenée aujourd'hui à être directrice de recherche au CNRS. Je suis spécialisée dans l'évolution des animaux et dans l'évolution de leur comportement et de leur intelligence. Donc je me régale et inutile de vous dire qu'à chaque réveil le matin, j'ai 1 million de questions qui m'ont travaillé toute la nuit. Donc je me réveille, moi, émerveillée. Et je dirais que je me réveille pour l'émerveillement. J'ai la chance d'avoir cet émerveillement depuis que je suis petite. Il me tient au corps. Donc, le réveil, pour moi, j'ai de la chance, je m'en rends compte, assez facile et assez émerveillée. Donc, je me réveille pour l'émerveillement et pour essayer de le transmettre aussi, très concrètement, à mon enfant. Et aussi à mes étudiants, à mes collègues et au grand public que j'essaye de convaincre de l'humilité qu'on devrait avoir par rapport à l'évolution de la vie et par rapport au monde animal en général. Donc voilà, de l'émerveillement. Moi, je me réveille pour ce mot-là, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Jean-François de prendre le micro et de nous dire pourquoi ça arrive pendant que Mme Puy-Debatte va tirer une carte au sort. J'ai été astronaute pendant 33 ans, et du CNES, de l'ESA, de la NASA. Et je me dis que là, on a interrogé que des adultes, mais on aurait dû demander à des jeunes aussi. Il faudrait refaire un livre en demandant aux jeunes. Moi, quand j'étais gamin, je me levais pour jouer. Je me levais parce que j'avais envie de jouer, d'inventer des jeux. Et pour moi, même aller à l'école, c'était jouer. Après, c'est pour tenir mes engagements que je me suis levé le matin. Par exemple, pendant mes vols spatiaux, la première fois, c'était tous les jours, c'était pour étudier l'atmosphère, mon premier vol spatial. Je me levais le matin pour étudier l'atmosphère, faire fonctionner du matériel, pour servir la connaissance de la planète Terre. La deuxième fois, c'était pour ravitailler la station Mir, donc c'était pour rendre service à des hommes et des femmes qui attendaient les nourritures, les pièces de rechange. Et le troisième vol, c'était pour la science, c'était pour réparer Hubble qui était mort, le télescope spatial Hubble. Mais tenir ses engagements, c'est aussi, ça comprend d'apprendre. Je me suis toujours levé. Alors, je me lève toujours aujourd'hui pour jouer. Je trouve le moyen de jouer. J'ai plusieurs centaines de casse-têtes à la maison et de temps en temps, j'en prends un. C'est découvrir. Comme disait Jean Audoux, c'est chaque jour, on ne sait pas ce qui va se passer. On va découvrir quelque chose. On va rencontrer une nouvelle personne. On va recevoir un coup de fil de Laurence qui me dit pourquoi tu te lèves le matin. Voilà, sinon je ne serais pas là. Voilà, c'est génial. Mais avec du recul maintenant que je suis un ancien, je pourrais peut-être voler dans l'espace encore, mais j'essaie de me lever en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce que je me suis donné comme engagement? Déjà, c'est pas que chaque jour je décide ce que je fais chaque jour. Souvent on décide à l'avance. C'est qui fait que le soir, je vais me dire. J'ai contribué, même de façon peut-être infinitésimale, très modeste,
à améliorer le monde. Voilà, et ça passe par devenir connaissant soi-même, donc apprendre. Moi, tous les jours, j'aime bien apprendre, et puis transmettre, et puis s'émerveiller. Je suis d'accord. Chaque jour, il y a toujours quelque chose pour s'émerveiller, donc faut pas rester au lit, voilà, et ne serait-ce regarder le ciel. Ouais. Merci beaucoup. Bien. Je vais demander à Patrick Pissis maintenant de nous dire pourquoi il se lève le matin pendant que notre ami a choisi déjà sa carte sans même que je la prenne dans la main. J'espère que c'est pas volontaire, Michel, de m'avoir placé en dernière position. Non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Ah, l'avant-dernière. Ah, super. Bon, moi, mon univers est beaucoup plus limité que le vôtre, à vous tous. Mon univers fait 10 cm², et si je me lève, c'est aussi pour aller exercer un métier. Alors mon métier, vous allez le découvrir dans quelques instants, peut-être, si vous ne le connaissez pas, mais je travaille dans vos bouches. Alors peut-être pas dans la vôtre, peut-être pas dans celle-ci, peut-être pas, mais dans la bouche en général. Alors, si je vais un peu plus loin, c'est plutôt en centimètres cubes qu'il faudrait raisonner, parce qu'il y a de la profondeur. Il y a l'entrée, 10 cm², et puis on va un peu plus loin. Donc cet univers, il est beaucoup plus limité que le vôtre. Je suis assez impressionné quand même par tout ce que vous pouvez côtoyer comme dimension que je n'ai pas. Par contre, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous faire rire et qui va nous ramener vers ce sujet essentiel. Lorsque j'étais jeune chirurgien dentiste, diplômé, je travaillais dans un cabinet où il y avait plusieurs praticiens. Et un jour, je demande à l'un des plus anciens, je lui demande « Ça fait combien de temps que vous travaillez ?» Et il me dit, et là, je suis resté vraiment baba, il m'a dit « Je n'ai jamais travaillé de ma vie. » Alors, j'étais un peu impressionné, je ne le connaissais pas depuis très longtemps. Il m'a dit « J'exerce. » Et ça nous ramène vraiment à cette dimension. Pourquoi on se lève le matin? C'est que si le matin, on a une activité qui est motivante, et en ce sens-là, il voulait dire qu'il avait choisi cette activité d'exercer, et qu'il y avait derrière cette apparence de travail, il y avait un épanouissement dans l'exercice. C'est pour ça qu'il disait « j'exerce ». Eh bien, ça, c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles on peut se lever le matin. C'est-à-dire ne pas être contraint. Et dans ce que j'ai lu dans le livre, puisque je l'ai savamment étudié, tout le monde revient sur ce sujet, c'est-à-dire ne pas se sentir contraint. Si on est en prison, on est contraint, on a 4 murs autour de soi, on ne peut pas aller bien loin, et même si on se lève au sens se mettre sur ses pieds, on va faire le tour des 4 murs. La liberté, elle commence là, c'est-à-dire pouvoir décider de sa journée et avoir une motivation pour remplir cette journée. C'est le propre de chacun d'entre nous, je crois, d'après ce que j'ai compris, d'avoir cette motivation qui nous fait sortir du lit. Par contre, et là, il y a quand même une contre-vérité, c'est que malheureusement pour les jeunes, ils trouvent leur univers au travers du téléphone, avec les réseaux, TikTok, avec Facebook. Donc ils peuvent rester des heures au lit. Et là, il y a un paradoxe, c'est qu'ils ont quand même une évasion, ils ont quand même une motivation, sauf que c'est extrêmement statique et que c'est extrêmement sclérosant aussi. Donc là, il y a une matière à réflexion pour certains d'entre vous. Il y aura quelques ouvrages sur l'éveil électronique. Merci beaucoup. Donc, je vais en venir avec une petite question. Maintenant, Brigitte Zanda va nous raconter son Bonjour. histoire. Donc, je suis la dernière à parler, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les uns et les autres, et je dois dire que je me sens beaucoup de parenté avec beaucoup d'entre vous, en particulier avec Roger, mon voisin, et avec Maxime. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais avec Maxime, j'ai une autre particularité en commun, c'est que moi aussi, j'ai retrouvé quelqu'un dans la salle, je pense qu'il est parti, c'est pas un étudiant, c'était un enseignant, parce que j'étais l'étudiante de Jean Audouze, en fait. Donc, c'est avec lui que j'ai fait ma thèse. Donc, je suis...
Alors en fait, pas astrophysicienne. Comme lui, je suis spécialiste des météorites. Donc c'est un métier assez rare et qui me fait avoir une parenté avec Hervé, parce qu'on se connaît bien. On travaille tous les deux effectivement sur l'origine de la Terre, l'origine des planètes, l'origine du système solaire. Et c'est aussi une parenté avec Emmanuel, qui ne m'attend pas, mais Emmanuel, on travaille dans la même institution. On travaille toutes les deux au muséum et on est enseignante-chercheuse au muséum. Et donc ça m'amène à ce qui me fait quand même lever le matin. Alors d'abord, je dois dire que j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Moi aussi, je me lève dans une espèce de brouillard. Et puis j'aime bien prendre mon temps. Et en fait, quelque chose que je voulais faire aujourd'hui, c'est aussi faire un éloge de la lenteur. Parce que je pense que quand on prend son temps, ça donne le temps de réfléchir, de voir venir les choses. Et je sais que quand, par exemple, je dois rédiger un texte, jamais je me précipite tout de suite, Yukaidi, Yukaida, je vais le rédiger, c'est pas du tout comme ça. Je lis l'énoncé, je dis bon. Et puis je me donne le temps, et parce que je sais qu'au cours de ce temps, il y a des choses qui vont se sédimenter, et puis que ça va apparaître, petit à petit, et je vais réussir à en faire quelque chose, à en faire une matière. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est justement créer des liens entre les choses. Et mon métier, c'est de comprendre. Il y a plein de manières de faire de la recherche. Ça peut être vouloir découvrir des choses, vouloir aller de l'avant. Pour moi, la recherche, c'est plutôt créer des liens entre des choses et dire « Ah, mais ça !» Mais en fait, je l'ai déjà vu. Et donc, si ça, alors. Donc, c'est plutôt ce genre de choses, faire des synthèses, mettre les choses ensemble, comprendre. Donc, créer des liens entre les choses. Et puis, pour moi, et ça, je le sais pas le matin, mais plus le soir, c'est aussi créer des liens avec des gens. En fait, pour moi, ce qui est très important dans mon métier, c'est de travailler avec des gens, de travailler pour des gens. Et j'ai la chance, en étant enseignant-chercheur au muséum, d'avoir beaucoup de gens autour de moi, une grande variété, d'interagir aussi avec des collections, donc le patrimoine national, conserver tout ça, et je dois dire que c'est extrêmement agréable de travailler sur toutes ces choses-là. Et donc, je ne le sais pas forcément le matin quand je me lève, mais petit à petit, au cours de la journée, ça vient. Et le soir, je deviens brillante comme vous. Merci beaucoup. Alors, retournons vers Kafka. Il aurait eu besoin de bras et de mains pour se redresser. Or, au lieu de cela, il n'avait que ses nombreuses petites pattes, sans cesse animées de mouvements les plus divers et de surcroît impossibles à maîtriser. Voulait-il en plier une, il n'avait rien de plus pressé que de s'étendre. Et s'il parvenait enfin à exécuter avec cette patte ce qu'il voulait, les autres, pendant ce temps, avaient quartier libre et travaillaient toutes dans une extrême et douloureuse excitation. Surtout, ne pas rester inutilement au lit, se dit Grégor. Donc, voilà, ne restez pas inutilement au lit. Et donc, on va prendre le même ordre. C'est à vous de jouer. Je ne sais pas quelle situation abracadabrantesque je vous ai proposée. Alors, je la lis ? Oui, oui. Nous sommes en 2122. Vous vivez dans la base martienne internationale que vous partagez avec 18 autres astronautes de 15 nationalités différentes. Pourquoi vous levez-vous le matin ? Alors en fait, moi j'ai beaucoup de chance parce que cette situation, j'ai déjà vécue. Alors pas sur Mars et pas avec des astronautes, mais j'ai effectivement déjà vécu, un an, ni non plus en 2122, mais en tout cas un an à Jérusalem à étudier la Bible et donc entouré de plein de gens qui n'avaient absolument pas la même nationalité que moi et pas non plus la même langue que moi. Donc c'était une expérience absolument extraordinaire. Mais pour répondre à cette question, en fait, je dirais que dans un groupe, on oublie souvent qu'un groupe, c'est d'abord une somme de relations bilatérales. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand on... Un exemple très concret. Ça nous est tous arrivé de participer à une fête de famille, un mariage, un anniversaire ou même un repas dominical. Et en fait, c'est terrible parce qu'on voit 15, 20, 30, 200 personnes qu'on adore. Et à la fin de la journée, on a l'impression d'avoir vu tout le monde et d'avoir vu personne. Ça, c'est l'effet groupe. Voilà. On n'a pas eu le temps de passer un petit moment avec chacun parce qu'il y avait tellement de gens qu'on reste un peu sur sa faim. Et effectivement, je pense qu'un groupe a deux destins possibles, soit il se transforme en masse, ou alors il se transforme en écosystème. Et effectivement, dans ce cas-là, de plein de nationalités différentes, ce qui est intéressant, c'est effectivement de créer une relation avec chacun. Sinon, on reste dans quelque chose qui est complètement superficiel. Et effectivement, on n'arrivera jamais à parler la même langue. Vive la diversité, en quelque sorte. L'hybridation. Merci beaucoup.
Bien. Alors, Alexei, vous avez un micro juste à côté de vous. Alors, ça tombe bien. Hein. Vous êtes oreille d'or à bord du sous-marin nucléaire. Je travaille au CEA, au commissariat à l'énergie atomique. Donc, ça commence bien. Qui vient de partir il y a 2 jours pour 3 mois de mer. Vous allez passer tous les jours 3 vacations de 2 heures à écouter le silence bruyant des profondeurs. Quand vous entendez ça, évidemment, la première chose que fait le cerveau, c'est qu'il calcule 3 fois 2 heures, ça fait 6 heures, fois 3 mois, ça fait 556 heures, peut-être 552 en fonction des mois, et vous croyez que je vais encore vous parler des nombres, de la multiplication des nombres et de l'intelligence artificielle, mais pas tout à fait. Commençons par le silence bruyant des profondeurs. Le silence bruyant des profondeurs... Il a été question de la Bible, du Talmud. Cela évoque pour vous tout de suite la prière, la méditation, quand les mots qu'on prononce ne sont pas adressés à un interlocuteur humain, n'ont pas de sémantique humaine, des mots familiers qu'on connaît, mais qui partent dans ce silence des profondeurs comme s'ils étaient dépourvus de sémantique et de sens. Et c'est là la situation quotidienne des systèmes d'intelligence artificielle. Oui, il a tous ces nombres et multiplications et tout cela. Mais c'est surtout que ces systèmes d'intelligence artificielle nous parlent comme si chaque phrase était une prière. Et moi, je me lève le matin pour finalement réapproprier la parole simple, pour me réapproprier la parole quotidienne et habituelle que nous faisons, nous, les êtres humains, et que nous adressons non pas à des dieux ou machines, mais aux hommes et aux femmes. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on poursuit dans l'ordre initial pour que tout le monde ait le même temps de réflexion. 1922. L'Institut du radium est sauvé grâce à la collecte américaine. Le gramme de radium que vous venez d'acheter à Pittsburgh est bien utilisé. Vous êtes Marie Sklodowska-Curie. C'est un rôle évidemment de composition. Et pourquoi vous levez-vous le matin? Alors, si j'étais Marie Curie, je pense qu'en 1922, je me lèverais le matin avec le sentiment qu'il faut continuer pour transmettre, mêlé à une sorte de profonde satisfaction de voir que tout le temps, à la fois des souffrances, de l'endurance, des obstacles, des médisances, parfois des sarcasmes, des risques physiques et de l'obstination, aboutit finalement à une reconnaissance internationale qui commence et qui devrait s'amplifier et se poursuivre. Et puis, je me souviendrai aussi d'une histoire qu'on m'attribue, dont je ne suis pas certain ou certaine qu'elle soit véridique, mais un journaliste demandant « Vous êtes l'épouse de Pierre Curie, qu'est-ce que ça fait d'épouser un génie ?» J'aurais répondu « Demandez à mon mari ». Elle est très bonne. Alors, je crois que c'était vous après. Alors attention. Oui, vous êtes Rabelais. Je ne sais pas comment le prendre, mais bien en fait. En cette année 1522, vous avez 28 ans. Pourquoi vous levez-vous le matin? Bon, mes souvenirs de Rabelais sont un petit peu lointains, je vais être honnête. Oui, ça va. Ça va. Et justement, disons que les 2 premières choses qui me viennent, c'est la bonne chère et le plaisir. Je crois que je m'y retrouve plutôt bien de ce côté-là. Et si j'avais la chance d'avoir 28 ans en 1522 et d'être Rabelais, je pense que je profiterais de son extravagance, de son talent pour transmettre l'importance de l'observation de ce qui nous entoure,
pour mieux comprendre et protéger ce qui nous entoure. Moi, je travaille sur les animaux. Je suis dans un laboratoire qui s'appelle Mecadev, qui est spécialisé dans les mécanismes adaptatifs et donc dans la conservation. On travaille en ce moment à la compréhension de cette perte dramatique de la biodiversité. On essaie de la comprendre, on essaie de lutter contre avec des actions locales qui fonctionnent. Donc, j'essaierai d'utiliser son talent et son optimisme pour justement essayer de réapprendre à observer, apprendre à observer, apprendre à protéger et transmettre cet optimisme qu'on aurait dû avoir très tôt. Il y a Lamarck, un grand naturaliste, qui écrivait un petit peu après cette époque-là, que en gros l'espèce humaine était condamnée à s'autodétruire après avoir rendu le globe inhabitable. Je pense que voilà, 16e siècle, on n'est pas tellement longtemps avant Lamarck, à l'échelle de l'évolution, on est la veille avant Lamarck. Donc je pense que je profiterai de cette époque-là pour dire attention, profitez, observez, mais protégez. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'est à toi, Jean-François. Et je vois Jacques là-bas, il se cache, l'auteur là. T'es auteur du livre? Ah bon. Vous êtes encore une fois second au classement général du Tour de France. C'est la deuxième journée du repos avant les 5 étapes qui restent. Pourquoi vous levez-vous le matin? Ça rappelle qu'une fois, dans un festival du livre, j'ai passé 3 jours assis à côté de Raymond Poulidor à dédicacer des livres. C'était très sympa. Ah ben, c'est très simple, je fais 3 choses. Je cherche les erreurs que j'ai commises. Ça, c'est l'état d'esprit des astronautes, toujours corrigé et puis problem solving. Je pense à tout ce que je peux faire de plus pour gagner et je suis focalisé sur le fait que je veux gagner et je demande à mon coach quand même des conseils. Voilà. Je fais ça dès que je me lève le matin, avant les 5 étapes qui suivent. Ouais. Ouais. Merci Jean-François. Monsieur Pissis, Patrick, à vous de jouer. Vous avez un micro juste devant vous. Alors, question délicate. Tu m'as mis dans une drôle de situation, Michel, quand même, parce que vous êtes le mécanicien de la base Concordia. Alors, mécanicien, déjà, ça va bien. Pour moi, ça va bien. Mais alors, la base Concordia, ça me convient beaucoup moins. À exactement 3233 mètres d'altitude. Sympa. Et à 1670 km au nord du pôle sud. Moins 75 degrés Celsius dehors. Donc déjà, Michel, je te préviens, je n'irai pas. Ça, c'est sûr que non. Déjà, dans de l'eau à moins de 29, je ne me baigne pas. Donc, c'est pas pour aller à la base Concordia. Néanmoins, je vais quand même essayer de ne pas me soustraire au petit jeu. Les groupes électrogènes ronronnent. Il fait nuit depuis 40 jours. Super. Je savais que pour les linteaux, il fallait les laisser 21 jours. En maçonnerie. Mais là, il fait nuit depuis 40 jours. Alors, vous vivez à l'heure universelle, et la question, évidemment, pourquoi vous levez-vous le matin? Alors, pour moi, c'est assez simple. Je me lève le matin pour faire mon travail de mécanicien, puisque j'ai une mission. Alors, la notion de mission, elle est importante parce que certains ne comprennent pas toujours ce que c'est qu'une mission. On peut s'attribuer soi-même une mission. Il y a quelques années, j'ai fait un cours d'une année. J'ai participé en tant que... j'ai payé même pour faire ce cours, sur mes heures privées, mes heures de loisirs. C'est un cours qui se décomposait en 4 week-ends de 2 jours pour apprendre en long et en large les relations interpersonnelles qui pouvaient être utiles dans le travail, dans les relations avec le personnel, dans les relations avec les patients. Et une des questions qu'on avait à résoudre, c'était de savoir quelle était notre raison d'être dans le travail. Alors j'avais des confrères qui dans la seconde avaient répondu à la question. Moi, ça m'a toujours beaucoup étonné parce que moi, je n'avais pas la réponse. Et pourtant, je savais pourquoi je travaillais comme chirurgien dentiste puisque j'avais choisi ce métier. Peut-être que les autres ne l'avaient pas choisi, mais eux, ils avaient la réponse. Leur réponse, souvent, c'était de dire... moi, ce que je veux, c'est rendre mes patients en bonne santé, leur rendre de bonnes dents, etc. Et moi, ça m'avait beaucoup étonné parce que pour moi, ce n'était pas une raison d'être. C'était juste l'objet de notre travail ou de notre mission
en tout cas. Et j'ai mis des années à comprendre que moi, et uniquement pour moi, ça n'engage pas les autres, ma raison d'être, c'était pas forcément d'être chirurgien dentiste. J'aurais certainement pu faire un autre métier, même si c'est celui que j'avais choisi parce que je considérais qu'il correspondait à mes aptitudes. Mais ma raison d'être, c'était de faire les choses bien. Alors c'est peut-être curieux, ça va peut-être vous étonner, mais moi je ne trouve mon plaisir que lorsque les choses sont bien faites. J'aurais pu faire, d'ailleurs j'ai fait, quand j'étais étudiant, j'ai fait livreur avec une camionnette, j'ai fait différents petits boulots forcément, et j'étais très content, et le soir quand je pouvais aller me coucher, parce que j'avais le sentiment d'avoir bien fait ce que j'avais entrepris. Donc, ma raison d'être, c'était uniquement de faire bien les choses. Alors, comme j'étais chirurgien dentiste, j'avais plaisir à prendre le temps qu'il fallait pour que le but à atteindre soit atteint dans les meilleures conditions. Mais tout ça, pour revenir à cette notion de pourquoi on se lève le matin, eh bien, selon moi, on se lève le matin lorsqu'on a, petit 1, une raison d'être, et petit 2, un projet pour la journée. Si on n'a pas de projet pour la journée, honnêtement, ça ne sert à rien de se lever. Hein. On est aussi bien au lit. Hein. Un lit, c'est bien. C'est la première chose qu'on souhaite atteindre lorsqu'on est fatigué par sa journée. Donc, le lendemain matin, c'est aussi bien d'y rester. Donc, une mission et un faire. Très bien, merci beaucoup. Alors, Brigitte Zanda. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur. Si moi je fais l'éloge de la lenteur, c'est justement parce que c'est la seule chose qui permette de bien faire le travail. Et effectivement, pour moi, c'est essentiel. Mais là, je ne suis pas du tout dans cette problématique-là. Vous êtes D2, R2. Quand vous quittez le connecteur dispensateur d'énergie, c'est votre début de journée. Pourquoi vous levez-vous le matin ? Alors, vu que je suis un ordinateur, je ne me lève pas, je boot le matin. Et vu l'époque du film, je suis un 486, donc ça va bien avec... je mets beaucoup de temps à démarrer, il me faut beaucoup de temps, donc ça me convient assez bien. Je mets beaucoup de temps à démarrer, et une fois que j'ai démarré, je calcule. Je calcule, et après, vous voulez la réponse ? Elle va pas vous plaire, hein ? Vous voulez la réponse ? Oui. 42. Merci beaucoup.